Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Dans Interstellar, on voit les astronautes se rendre dans une galaxie extrêmement lointaine en passant par un trou de verre qui a été disposé près de Saturne. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trou de verre? Pour aller d'un point A à un point B, on peut suivre tout le plan, mais cela prend un certain temps. Si on est dans l'espace, cela peut prendre des années, des dizaines, des centaines d'années. En revanche, si l'on dispose d'un trou de verre, Cela peut être quasiment immédiat. Bonjour à tous, vous venez de voir un petit extrait du film Interstellar et Stargate SCG1. J'ai mis ces deux extraits pour argumenter la thématique de ma vidéo qui sera orientée sur les trous de verre comme vous l'aviez remarqué. Beaucoup d'entre vous restent très sceptiques sur cette éventualité de la visite d'extraterrestres dans notre système solaire. Les distances entre les planètes se chiffrant en millions d'années-lumière, hein, même pour atteindre la plus proche étoile, toute une vie ne suffirait pas. Donc, comment ces extraterrestres feront-ils pour approcher notre système solaire? Bon, pour ceux qui viennent voir les extraits, vous avez une petite idée quand même. Hein. Tout simplement en utilisant des raccourcis de l'espace-temps que la science appelle désormais les Point-Stein-Rosen, plus communément appelés trous de verre. Ça, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos. Certes, il n'existe aucune indication qu'il soit un jour possible à un vaisseau spatial de dépasser la vitesse de la lumière, hein, mais s'il n'est pas possible de voyager plus vite que la lumière dans le cosmos, hein, on peut tout de même imaginer qu'il existerait des sortes de raccourcis hein, d'espace-temps hein,
qui connecterait deux régions de l'espace-temps, deux régions de l'univers surtout, assez distantes. La théorie de la relativité générale d'Einstein évoquerait ce genre de raccourci de l'espace-temps. Il serait comparable à des tunnels creusés par des verres dans une pomme et permettant de passer plus rapidement d'une région de la surface de cette pomme à une autre. Pour cette raison, le physicien John Wheeler les avait appelés trous de verre. Malheureusement, pour certains scientifiques, traverser de tels tunnels spatio-temporels reviendrait à plonger dans un trou noir avec une mort certaine, un mi-chemin pour les voyageurs. Le trou noir étant un puits gravitationnel qui absorberait toute la matière, on l'appelle le cannibale cosmique. Le trou de verre serait en fait le tunnel dans lequel la matière serait absorbée par le trou noir. C'est-à-dire la matière absorbée par le trou noir se baladerait avant de sortir par un trou blanc. Trou qui éjecterait la matière, bien entendu. Le trou de verre serait donc le tunnel reliant un trou noir à un trou blanc. Donc plonger dans ces trous noirs de l'univers ne reviendrait pas à mourir, mais à transiter vers une autre dimension de l'espace. Parce que comme je viens de le dire, lorsque vous rentrez dans ces trous, ces puits gravitationnels qu'on appelle les trous noirs, automatiquement vous allez ressortir dans une autre région de l'univers qu'on appelle les trous blancs. Certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un trou noir de l'univers. Au cours de sa vie, une étoile dégage de l'énergie par fusion thermonucléaire, comme notre Soleil, en créant une pression suffisante pour compenser ses effets, les effets de la gravitation. Lorsque son combustible est épuisé, cette pression diminuera et l'étoile commencera à s'effondrer sur elle-même. Si l'étoile est énorme, c'est-à-dire environ 20 ou 30 fois la masse de notre Soleil, l'effondrement sera quasi radical et la densité deviendra gigantesque. Le champ gravitationnel, lui, augmentera automatiquement en se transformant en un véritable puits gravitationnel qui commencera à absorber toute la matière qui va l'environner, y compris les photons lumineux. Ça explique entre autres pourquoi nous ne pouvons pas voir un trou noir, puisqu'il absorbe même la lumière. Mais les scientifiques peuvent tout de même en détecter l'influence dans certaines zones de l'univers en observant tout simplement l'action du champ gravitationnel qui se déroulerait autour de certaines étoiles. Malgré cette vision chaotique du trou noir, qui comme un cannibale galactique absorberait toute la matière qui s'approcherait de lui, certains scientifiques restent tout de même persuadés qu'un voyage galactique dans l'espace à partir des trous de verre, qui, comme je l'ai dit, relierait les trous noirs aux trous blancs, serait possible dans le futur. Mais pour l'instant, ces scientifiques se contenteraient d'en élaborer une vision théorique du phénomène. Car pour l'instant, il y a toujours ce problème de la distance et de la durée du vol. En effet, pour rejoindre une autre galaxie par le biais d'un trou de verre, il faudrait au moins un minimum 600 000 ans, pour ne pas dire plus, et ce uniquement si on se déplaçait à la vitesse de la lumière. En plus de la distance, les scientifiques se heurtent aussi à une autre incompréhension, car de tels raccourcis de l'espace-temps, qu'on appelle ces fameux trous de verre, permettraient entre autres de voyager carrément dans le temps, avec tous les paradoxes que cela impliquerait. Voyager dans le temps signifierait entre autres avoir le pouvoir de changer l'histoire. On pourrait rentrer dans un trou de verre aujourd'hui et ressortir de l'autre côté 100 ou 1000 ans plus tôt dans une autre époque. On pourrait transporter des informations, des gens ou des objets. Mais un paradoxe intervient logiquement, on l'appelle le paradoxe du grand-père. Ça c'est surtout pour ceux qui parlent du voyage dans le temps. Si on pouvait retourner dans le passé et changer l'histoire, alors on pourrait rencontrer son propre grand-père, encore jeune et sans enfant, et le tuer. Et si on tue notre propre grand-père, qui du coup ne donnerait pas naissance à notre père, alors comment pouvons-nous, surtout comment étions-nous nés? Et surtout comment pouvons-nous exister dans le futur? De plus, le trou de verre pourrait déboucher sur un côté inconnu de l'univers qui peut être dangereux et auquel nous ne sommes pas vraiment préparés. Ça, c'est les risques. Ce qui empêche les scientifiques d'aller encore plus loin dans les explorations des possibilités de voyage à travers les trous de verre, c'est l'instabilité de leurs équations, car il apparaît qu'ils se refermeraient assez rapidement après l'ouverture. Et en tentant de passer, on pourrait même être tué par compression. Mais bon, là, c'est une vision vraiment cartésienne de ces trous de verre. C'est que de l'énergie, parce qu'une fois que vous êtes dedans, arrêtez, vous ne disparaissez pas, vous allez ressortir de l'autre côté automatiquement. Parce que le trou de verre se referme, mais bon, il va vous emmener de l'autre côté, logiquement. On veut donc les empêcher de se refermer en tentant de les stabiliser. Je parle bien entendu des trous de verre, et c'est les scientifiques qui essaient de faire des recherches, du moins qui font des recherches,
pour essayer de stabiliser ces fameux trous de verre. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que dans les accélérateurs de particules, hein, on a déjà ouvert plusieurs brèches dans le tissu spatio-temporel. Hein. Ils ont ouvert des brèches qui nous ont conduits vers d'autres mondes. Hein. Mais bon, ces brèches se sont vite refermées. Hein. Les scientifiques ne les ont pas exploitées, hein, puisque eux, ils utilisent la nature des particules, pour l'instant. Donc, comme je viens de le dire, les scientifiques veulent empêcher que ces trous de verre se renferment et essayent de les stabiliser. Mais pour cela, il nous faudrait un élément nouveau. Ils appellent ça la matière négative, donc antigravitationnelle, comme il en existe rarement dans l'univers. Et étrangement, c'était bien cette matière antigravitationnelle qui aurait été découverte lors de la fameuse expérience de Philadelphie qui s'était déroulée le 12 août 1943 dans la rade de Philadelphie. Donc les scientifiques américains ont finalement appris à stabiliser cette matière négative dite antigravitationnelle. Hein, et c'est grâce à cela qu'ils avaient pu ouvrir de véritables trous de verre qui les auraient conduits vers d'autres dimensions de l'espace et du temps. Et grâce à l'utilisation de ces trous de verre créés dans la base de Montauk aux États-Unis, les scientifiques auraient réussi à contracter suffisamment le tissu spatio-temporel pour ensuite pouvoir voyager dans le temps, voire vers d'autres planètes. Hein. Donc cette technologie existerait depuis les années 50, hein, mais ça je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Einstein nous avait démontré grâce à ses travaux sur la relativité restreinte que les voyages interdimensionnels seraient en fait, surtout en théorie, tout à fait possibles. Publié par lui-même en 1905, cette théorie de la relativité reposait sur une analyse critique des notions d'espace et de temps. Einstein remettant en cause les notions de temps absolu et d'espace universel. Cette théorie sera complétée en 1916 par la fameuse théorie de la relativité générale. Cette dernière nous apprenait que l'espace-temps, qui comprend les trois dimensions de l'espace, plus une quatrième, qui est le temps, serait courbé au voisinage d'une masse gravitationnelle. Et en manipulant les théories de la relativité, on remarque qu'il est aussi théoriquement possible de trouver des objets assez lourds et denses pour pouvoir faire un trou dans l'espace-temps. Il se formerait ainsi des trous noirs appelés aussi singularités qui rendraient le voyage dans les réalités alternatives, c'est-à-dire les mondes parallèles, possible. Albert Einstein et Nathan Rosen supposeront que certains trous noirs ou puits gravitationnels pouvaient en fait déboucher sur d'autres puits qui seraient liés, qu'ils ont appelés fontaines blanches. Le passage entre les deux puits, entre ces deux puits, c'est le trou noir et la fontaine blanche, avait été appelé trou de verre, ou également pont Einstein-Rosen, plus communément appelé trou de verre. Les fontaines blanches déboucheraient en fait en un point de l'espace et du temps complètement différent du point d'entrée dans le trou noir. L'existence de ces trous de verre ferait ressurgir l'idée selon laquelle il existerait une multitude de mondes parallèles qui se relieraient de temps à autre entre eux grâce à ces fameux tunnels d'espace-temps qu'on appelle les trous de verre. Oui, parce que ces tunnels d'espace-temps s'ouvriraient de temps à autre. Par exemple, dans le triangle des Bermudes et dans d'autres régions de la planète, on aurait des sortes de portails de cette nature. Et là, vous avez des trous ouverts qui s'ouvriraient et qui nous connecteraient vers d'autres dimensions du temps. Pour ça, dans le triangle des Bermudes, certaines disparitions ont été... les bateaux n'ont pas disparu, mais ils sont partis dans une autre réalité. Ils sont peut-être partis dans le passé ou dans le futur, je ne sais pas. Ces univers parallèles n'ont probablement pas les mêmes lois physiques que le nôtre. Il est donc tout à fait possible d'imaginer un univers dans lequel la flèche du temps ne pointerait pas vers l'avenir, mais plus vers le passé. Ce qui, comme vous vous en doutez, nous ferait voyager vers le passé. Dans d'autres univers parallèles, la flèche du temps pointerait vers le futur. Et là, on pourrait visiter nos futurs probables. On pourrait aussi trouver un univers à plusieurs dimensions. Cependant, certains physiciens, eux, affirment qu'il serait possible qu'il se crée en certains points de l'univers d'autres univers à partir des trous noirs. Dans ce cas, pourquoi ne pas voyager dans un trou de verre? Pour la simple et bonne raison qu'il existerait deux problèmes majeurs. Le premier serait de trouver un pont Einstein-Rosen. Et en effet, même s'il existe, ces ponts Einstein-Rosen, c'est-à-dire ces trous de verre, sont carrément invisibles à l'œil nu. L'autre problème résiderait en fait dans la stabilité du trou de verre. Mais en 1985, un certain Kip Thorne montra que la seule manière de préserver la stabilité d'un trou de verre serait de le tapisser d'une matière antigravitationnelle, ce qui produirait un champ antigravitationnel. Et c'est exactement ce qui s'était passé lors de l'expérience de Philadelphie. Et sachant que le système de propulsion des ONU reposerait entièrement sur l'utilisation d'énergie antigravitationnelle,
On peut donc envisager l'idée selon laquelle l'acquisition d'une telle technologie antigravitationnelle permettrait à nos visiteurs extraterrestres, surtout à leur vaisseau, d'ouvrir de véritables vortex devant le vaisseau et de s'y engouffrer le plus naturellement du monde. Les trous de verre pourraient non seulement nous faire voyager vers des univers parallèles, mais également à travers le temps. C'est ce que je dis souvent, les ovnis en réalité voyagent dans l'espace, mais à travers le temps. Les scientifiques ont beaucoup de mal à imaginer un seul instant qu'on puisse réellement voyager dans le temps. Comme je viens de le dire, ils évoquent souvent le paradoxe du grand-père. Si un jour un grand-père voit débarquer son petit-fils quelques secondes et que ce dernier le tue par accident, qui n'a pas encore de fils, par cet acte, le fils s'empêche donc de naître dès lors. Et comment pourrait-il tuer son grand-père? Ça, c'est vraiment un paradoxe que les scientifiques reprennent souvent pour dire que ça ne peut pas exister le voyage dans le temps. Pour répondre à ce fameux paradoxe du grand-père, certains scientifiques, utilisant les propriétés de la mécanique quantique, admettent l'existence d'univers dits parallèles. Il est alors autorisé de penser que le voyage dans le temps puisse se faire dans un monde parallèle. On peut dès lors résoudre le fameux paradoxe du grand-père. Le petit-fils remontant le temps se retrouverait en fait face à son grand-père qui lui vivrait dans un univers qui n'est pas le sien. Se prive donc de naître dans cet univers mais pas dans le sien. Parce que vous avez compris. Et d'ailleurs, même s'il venait à tuer son grand-père, en réalité, ça va se passer dans une autre réalité. Le paradoxe n'existe plus si nous savons que nous évoluons dans des univers et des mondes parallèles. Le grand-père vivrait dans un monde bien précis et le petit-fils viendrait d'un autre monde, qui serait lui, qui proviendrait aussi d'une autre dimension parallèle. Concernant ces trous noirs, le physicien britannique Stephen Hawking, qui comme vous le savez est décédé, s'était déjà exprimé en 2016 sur le sujet et il avait développé une nouvelle théorie concernant ces fameux trous noirs. Et dans un article publié début 2016, au mois de juin 2016, dans la revue Physical Review Letter, Hawkins avait exposé une théorie qui se ralliait à celle qui évoquerait l'existence du multivers. C'est-à-dire des univers parallèles qui seraient connectés entre eux par des trous de verre. Déjà en 2015, Stephen Hawking avait déclaré au cours d'une allocution que les trous noirs ne sont pas des prisons éternelles, comme on a pu le penser. Si vous sentez que vous êtes pris dans un trou noir, n'abandonnez pas, il y a une voie de sortie. Déjà à l'époque, cette sortie était à contre-courant des principales théories en vogue sur les trous noirs, qui les présentaient comme des zones de vide absolues, des prisons éternelles. Stephen Hawking semblait en effet pencher vers cette théorie qui ferait des trous noirs des passages vers des univers parallèles, comme il expliquait. Le trou noir devrait être grand, comme s'il tourne sur lui-même, il pourrait être un passage vers un autre univers. Ainsi, Stephen Hawking envisageait que les trous noirs n'étaient pas vraiment aussi noirs qu'on le disait. C'était en fait des passages vers d'autres dimensions de l'espace et du temps. Bon là vous voyez, j'ai illustré ma vidéo par ce qu'on appelle un trou de verre. Vous avez, ça c'est l'univers qu'on a plié sur lui-même. Comme vous l'avez vu tout au début avec la vidéo où la personne nous explique qu'en raccourcissant l'espace-temps, on peut contracter le tissu spatio-temporel et franchir des distances assez considérables. Sans ces trous de verre, je pense que nos visiteurs extraterrestres ne pourraient pas arriver vers notre système solaire. C'est un peu logique. Vous savez très bien qu'on ne peut pas emprunter des voies naturelles pour accéder déjà à l'étoile la plus proche de notre galaxie. Donc tous ces visiteurs extraterrestres qui arrivent vers notre système solaire empruntent des trous de verre que leurs appareils contractent, du moins qu'ils ouvrent devant eux, comme vous venez de le voir dans certains extraits de films. Parce que la science-fiction en réalité nous montre des réalités scientifiques qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore été découvertes officiellement parlant. Parce que officieusement, vous savez très bien que dans les black programmes américains, on est déjà allé très très loin dans le domaine de la téléportation, des voyages à travers les différentes dimensions.
Les scientifiques de Montauk et de ceux qui avaient réalisé la fameuse expérience de Philadelphie connaissent maintenant ces réalités du temps qui n'existe pas, le temps futuriste, le temps passé. Ces trois temps, passé, présent, futur, coexisteraient en fait dans un univers parallèle, mais simultanément. On ne peut pas les voir, c'est un peu logique, mais maintenant, grâce à certaines expériences, on a déjà prouvé que ça existait, cette théorie était valable, du moins viable. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Maintenant, je vous l'ai faite, c'est pour vous expliquer comment nos visiteurs extraterrestres arrivent jusqu'à notre système solaire. Ils utilisent ces fameux trous de verre. Et puis, le